Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai l'immense privilège, j'en suis très très fier d'avoir cette occasion de parler avec Madame Shirin Ebadi qui a reçu il y a 17 ans le prix Nobel. On ne peut pas dire le plus beau des prix Nobel parce que tous ils sont magnifiques. Et en tant qu'ambassadeur de Pasteur, Dieu sait si je salue la médecine, mais le prix Nobel de la paix. Alors, la première question, après vous avoir salué, madame, et vous redire mon privilège de parler avec vous, la première question, c'est 17 ans après. D'ailleurs, j'ai l'impression que 3 ans se sont passés, 17 ans déjà. Comment vous voyez un peu la situation et dans votre pays, l'Iran, et un peu dans le monde? Je suis très heureuse également de pouvoir avoir cet échange avec vous. Et je dois vous dire que pour moi aussi, ces 17 années s'apparentent à 17 minutes. C'est la vie humaine qui file et nous devons avoir conscience de à quel point l'instant est précieux et à quel point le temps nous est compté pour faire ce que nous avons à faire. Malheureusement, cette année, contrairement à tous les espoirs que nous nourrissions quant à l'avancée des droits de l'homme en Iran et dans le monde, je dois dire qu'à mon grand regret, notamment en Moyen-Orient, la région qui est la mienne, la démocratie a régressé et les droits de l'homme sont malmenés plus que jamais par ces gouvernements non démocratiques qui règnent et qui n'hésitent pas à violer les droits des individus. Et aujourd'hui, en plus de ces gouvernements, nous avons des groupes paramilitaires qui se sont greffés au pouvoir et qui ont donné lieu à une situation qui, par rapport à il y a 17 ans, au moins dans la région que j'observe, est bien pire. Ce sentiment que nous avons, c'est-à-dire que un peu partout dans le monde, la démocratie est en crise, un peu partout. Car même dans les démocraties qui demeurent, on voit qu'il y a des mouvements de contestation très fortes des régimes parlementaires, des modalités représentatives. Et puis, il y a aussi un peu partout la tentation de régimes forts disant, au fond, la démocratie, c'est inefficace. Donc maintenant, moi, je vous propose la force et puis je vous propose l'ordre. Hélas, c'est juste. Nous observons un pas en arrière de la démocratie assez général. Mais il faut dire que le Covid-19 a bien sûr fait beaucoup de dégâts, a causé une crise économique, mais il a aussi eu, malgré lui, un certain nombre d'atouts, un certain nombre de lueurs d'espoir pour l'avenir. Il me semble que les peuples du monde, mais surtout la classe politique, a dû prendre conscience que le sort de l'humanité entière est lié. On ne peut plus vivre dans l'ignorance du sort des autres peuples en se disant qu'ils sont loin, que ce sont les autres, que nous avons des intérêts qui sont contraires aux leurs. Aujourd'hui, il est prouvé que les intérêts de chaque pays sont les mêmes que les intérêts du monde, les intérêts internationaux. À titre d'exemple, je peux vous dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, la violation des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient n'intéressait guère les Occidentaux. Et aujourd'hui, quand nous voyons les vagues de migrants, de réfugiés, ils sont bien obligés de s'intéresser au sort de ces pays-là. De même, aujourd'hui, avec le Covid, la Nouvelle-Zélande, entre autres pays, se sont réjouis d'avoir réussi à venir à bout de ce virus et les jeunes ont lancé des campagnes d'embrassades et de baisers pour se réjouir de cette victoire. Un mois après, ils se sont retrouvés dans la même situation, comme en Corée du Sud.
Donc, la classe politique doit bien comprendre que le monde entier est dans le même bateau. Donc, faire ce que Trump a fait, c'est-à-dire d'aller acheter au pied de l'avion en faisant de la surenchère des masques qui avaient été achetés par des pays européens comme la France ou l'Allemagne pour préserver leurs citoyens contre les autres, ou bien de préacheter un médicament qui est censé être efficace contre le Covid, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le Remdesivir. Les Américains sont allés le préacheter de telle façon que les autres pays ne puissent pas y avoir accès. Supposons que par ces manœuvres, les États-Unis puissent décimer cette maladie dans les mois à venir. Il est absolument évident qu'ils ne pourront pas s'enfermer, qu'ils ne pourront pas cesser d'avoir des échanges avec les autres pays, des échanges économiques, humains. Donc la maladie finira par les regagner. Donc au moins, ce virus aura eu ce mérite-là, de faire comprendre à la classe dirigeante, de les mettre face à cette vérité qui est que l'intérêt national de chaque pays n'est pas différent de l'intérêt de l'humanité tout entière. Nos sorts sont liés. Et si nous changeons notre état d'esprit sur ce sujet-là, nous commencerons à trouver des solutions réelles pour des problèmes qui se présentent à nous depuis des années. Ce qui me frappe, c'est que on ne peut pas attraper le dérèglement climatique. On ne peut pas attraper la diminution des droits de l'homme. Mais on peut attraper le Covid. C'est-à-dire que quand on attrape une maladie, de fait, on est obligé d'être un peu plus intelligent. De la même manière qu'on est, comme vous le dites, obligé de constater des solidarités. Et la solidarité, elle est là. Donc, ce que vous dites sur la Nouvelle-Zélande est absolument clé, sur les États-Unis aussi. Parce que vous avez un tout petit pays au bout de tout, loin de tout, qu'est la Nouvelle-Zélande, et qui se fait quand même rattraper. Et de l'autre côté, vous avez la nation la plus puissante du monde qui n'arrive pas à maîtriser pour des raisons que l'on a pu constater. Donc, c'est ça qui est frappant. Ce que vous disiez, j'ai travaillé beaucoup avec les scientifiques, ne l'étant pas moi-même, mais quand vous voyez que la plus infime partie de la vie, un petit virus avec 5 gènes, met à plat l'ensemble de la planète avec des êtres humains qui ont 28 000 ou 30 000 gènes, vous voyez à quel point la solidarité de fait a été prouvée. Mais maintenant, est-ce que nous saurons comprendre cette preuve ? Je pense que le commun des mortels l'a vite compris. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les politiciens aussi le comprennent. Ce qu'on voit quand même un peu partout, c'est que le taux de malades mentaux parmi les chefs d'État a énormément augmenté. Vos statistiques sont justes. Parce que si nous devions nous soucier que de nous-mêmes, de notre famille, puis de notre peuple, nous arriverions vite à des obstacles qui rendraient la solution de nos problèmes extrêmement difficile. Comme je le disais, la racine de nos problèmes d'aujourd'hui, c'est notre comportement précédent. Donc, aussi bien les États-Unis que l'Europe doivent évaluer leur politique. Ils doivent se demander pourquoi leurs citoyens sont sans arrêt dans la rue. Pourquoi est-ce que la sécurité individuelle est en danger dans ces pays-là?
comment le terrorisme est survenu. Il n'est pas apparu du jour au lendemain. Tant que nous ne prendrons pas nos difficultés à leurs racines, nous n'aurons aucun moyen de nous en débarrasser. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Daesh est apparu, les pays occidentaux, avec à leur tête les États-Unis, se sont alliés pour essayer de faire disparaître Daesh en les bombardant, en confisquant leurs terres et en se vantant, encore une fois, d'une victoire, en disant le terrorisme a disparu, Daesh n'existe plus. Mais au moment même, j'étais persuadée qu'ils avaient tort, que ce n'étaient pas des bombes qu'ils auraient dû jeter sur la tête de ces gens-là, mais des livres. D'où viennent Daesh et le terroriste? Ils sont le fruit de l'ignorance. Ils sont le fruit du fanatisme. Ils sont le fruit du désespoir face à l'absence de justice sociale. Si ces mots-là ne disparaissent pas là, les racines de Daesh ne peuvent pas disparaître. Et les jeunes musulmans, mais plus tard les jeunes européens, peuvent être attirés par cette même structure mentale. Vous savez bien qu'aussitôt que Daesh a été supprimé, ce sont des jeunes Européens qui ont été attirés par cette même idéologie. Et les mettre en prison, ne pas leur permettre de regagner les pays européens, ce n'est pas la solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas punir des criminels, mais je crois que si le but, c'est de se débarrasser du terrorisme, il faut l'attaquer à la racine. Se demander pourquoi des jeunes Européens sont attirés par des criminels ignorants. C'est ce problème-là qu'il faut attaquer. Vous avez prononcé qui est le mot de désespoir. Si on réfléchit à ce que ça veut dire désespoir, c'est absence d'espérance. On est sans espérance. On est sans espérance dans ce monde, ce qui se veut rationnel. Donc on le reporte sur le monde d'après, sur la vie d'après, etc. Et alors ce qui se passe avec cette maladie qui ne frappe pas inégalement, ça frappe les plus vieux, mais ça frappe aussi les plus pauvres. Est-ce que vous avez noté une aggravation des inégalités à cause de cette maladie et de ce fait une diminution encore, j'allais dire, de l'espérance de s'en sortir? Certainement, les injustices se sont aggravées. Ou en tout cas, elles sont plus apparentes. La mortalité parmi les populations pauvres, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle internationale, dans des pays pauvres, est plus élevée en raison de l'absence d'hygiène, en raison de l'absence de moyens, de l'absence de traitement. Parfois, les moyens sont infimes pour lutter contre ces maladies. J'ai parfois été dans des pays où j'ai vu des gens vivre avec moins d'$1 par jour. Comment peut-on assurer la santé de cette personne et comment peut-on leur donner l'espoir de faire quelque chose chez eux? Bien sûr, ces gens-là essaieront de venir en Europe dans l'espoir d'une vie plus digne. Donc, c'est cette injustice-là, sur le plan national ou international, qui doit être prise au sérieux et traitée. J'ai lu des statistiques récemment qui disaient que, avec les restes alimentaires qui sont jetés
en Europe, aux États-Unis, au Canada, on pourrait faire disparaître la famine en Afrique. Sachant cela, comment est-ce qu'on pourrait avoir l'illusion de vivre dans un monde serein? Il faut changer notre façon de vivre, sinon le désespoir s'enracinera et il continuera en effet d'inciter les gens à se tourner vers la superstition, vers le fanatisme. Dans de nombreuses familles qui sont des familles même plutôt aisées, en Iran par exemple, même des familles qui ne sont pas dans le besoin se retrouvent obligées de laisser leurs enfants mineurs travailler, puisque leur premier souci devient la survie matérielle, avant de s'intéresser à l'éducation, à la culture. Donc si au lieu de nourrir les êtres, on les tue, on tue peut-être cette personne-là, mais 10 autres personnes viendront le défendre. Nous devons donc changer nos méthodes sur le plan national et sur le plan international. Alors, ce qu'on voit aussi en France, c'est que c'est le département le plus pauvre qui a été le plus touché par la maladie, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire votre analyse internationale est aussi pertinente pour ce pays riche qu'est la France. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est que votre programme, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce qu'on voit bien que face à cette situation, les réactions de déraison déraisonnables quand même se multiplient et s'enchaînent. Les responsables sont assez rares. Ceux qui restent dans la raison et qui sont en train d'essayer de tirer les conclusions de cette constatation. Mais la négation du réel, semble quand même être la marque un peu générale. Donc comment vous et moi, et puis tellement de milliards d'autres qui sont sur la même ligne, comment peut-on faire? Comment peut-on faire pour que ce que vous disiez si bien, c'est-à-dire ce que les peuples ont constaté, comment les dirigeants peuvent-ils en tirer les conséquences maintenant? Comment faire? Vous êtes une autorité mondiale, comment est-ce qu'on peut faire? Il me semble que le devoir le plus important incombe au peuple lui-même. La protestation ne doit pas se faire par la violence. Elle doit se faire de façon pacifique, mais le message doit être transmis à la classe dirigeante. Dans les pays où il y a des élections libres, comme la France et même les États-Unis, les citoyens ne doivent pas croire que leur devoir civique s'arrête dans les urnes. Il faut surveiller les actions des dirigeants. Une fois que les promesses électorales sont passées, une fois que les idéaux qui sont agités comme des moyens d'obtenir les voix ne sont plus présentés, il faut leur demander des comptes. Très rares sont les politiciens qui ont tenu leurs promesses électorales. Donc, un des premiers moyens, c'est celui-là, d'observer les actions de ceux que vous élisez. Demandez
à leurs élus de s'intéresser à la démocratie et au respect des droits de l'homme en dehors des frontières de leur propre pays. Il y a 30 ans, le sort des Libyens, le sort des Syriens ne vous intéressait pas. Aujourd'hui, vous avez ces migrants qui vous rappellent que vous auriez dû vous y intéresser. Et quand je dis vous, c'est bien sûr la classe dirigeante de nos pays, mais c'est aussi nous, en tant que peuple. Pourquoi fermons-nous les yeux sur les manquements de nos dirigeants? Pourquoi croyons-nous que notre responsabilité s'arrête aux urnes? Nous devons veiller à l'application des lois pour lesquelles nous élisons des représentants. C'est une remise en cause de la démocratie traditionnelle inventée en gros au XVIIIe siècle, à la fois par rapport au temps et par rapport à l'espace. C'est-à-dire que la démocratie traditionnelle, on vote, et puis d'une certaine manière, on se désintéresse de son action pendant un certain temps, et on recommence à s'y intéresser au moment des campagnes électorales. Ce que l'on voit maintenant, c'est la nécessité absolue d'avoir un contrôle continu, c'est-à-dire pas du tout juste tous les 5 ans ou tous les 4 ans, première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'espace. C'est-à-dire que vous votez pour un pays, mais aussi d'une certaine manière, vous votez pour la réaction vis-à-vis des autres pays, puisque nous sommes tous solidaires. Donc c'est une remise en cause de la base, à la fois temporelle et spatiale, de la démocratie. En effet, j'ai l'habitude de comparer la démocratie à une plante verte. Quand vous avez une belle plante, il faut que vous en preniez soin, que vous la déplaciez, que vous l'arrosiez. Vous ne pouvez pas lui donner une bassine d'eau et dire voilà, tu as assez à boire et maintenant je m'occupe plus de toi. Elle mourra, cette plante-là. Et la démocratie aussi est en train de se faner parce qu'on n'en a pas pris soin. Si nous avons fait un pas en arrière, ce n'est pas seulement la responsabilité de nos dirigeants, c'est aussi notre responsabilité en tant que peuple. Nous n'avons pas pris soin de notre belle plante. Nous sommes en train de la regarder se faner. Or, nous devons la soigner tous les jours. Vous devez tous les jours prendre des nouvelles de vos belles plantes. Et dans un pays comme le mien, qui n'a pas de démocratie, nous nous donnons beaucoup de mal pour planter cette graine-là. Donc, s'il vous plaît, ne soutenez pas les dictateurs. Une des difficultés de la démocratie, c'est de donner de la valeur au long terme. Parce que la démocratie, par définition, est remise en cause régulièrement, et par les élections, mais aussi par ces campagnes électorales permanentes avec les chaînes d'information, Internet et tout ça. Et donc on voit bien la tentation d'un certain nombre de dirigeants qui disent pour mener mon action, j'ai besoin du très long terme, donc je vais être président à vie. On le voit bien en Russie, on le voit bien en Chine. Donc ça, c'est une sorte de tendance qu'on voit un peu partout, quand même, en disant à vie. Alors, ce qui est le contraire de ce que vous venez de dire, que la démocratie, c'est une affaire de vie et de prendre soin chaque jour de la vie. Et là, il bascule ça en disant non, non, j'ai besoin de ça jusqu'à ma mort.
Donc c'est ce dialogue entre la vie et la mort qui se trouve exactement posé au cœur de l'évolution de nos systèmes politiques. Les dictateurs ont en général tendance à se déguiser sous des atours de démocrates pour s'adresser à leur peuple et pour le duper. Mais les valeurs dont je parle sont des valeurs absolues. Le fait de diminuer les écarts sociaux, les injustices, ça, ce sont des valeurs absolues. Et il faut que les dirigeants prouvent qu'ils tiennent à ces valeurs-là. S'ils prétendent que pour faire disparaître la pauvreté, ils ont besoin de rester au pouvoir encore 30 ans et renouveler simplement leur mandat comme cela se passe en Russie, à la fin, nous nous retrouvons dans une situation comme celle de la Syrie. Il faut savoir que la cause réelle de la situation syrienne, c'était cette transmission de père en fils du pouvoir d'un président à l'autre. Et le peuple syrien n'en pouvait plus de cette dynastie déguisée. Il y a eu 3 ans de guerre. Et le Daesh est apparu dans ce contexte-là. Donc on ne peut pas entendre ce discours fallacieux de ces dirigeants. Et la Syrie n'est pas seule. Il y a d'autres pays comme l'Azerbaïdjan qui a tendance à créer des républiques qui se transmettent sur plusieurs générations. Si nous sommes en république, il faut des élections libres. Comment est-ce que la Russie peut défendre cette situation? Comment un président peut rester 30 ans en place sous prétexte que ses actions nécessitent du temps? C'est une dictature déguisée en démocratie. Saddam Hussein, la dernière année où il était au pouvoir, a fait des élections déguisées et il a prétendu que 98% du peuple irakien avait voté pour lui. Je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse ici sur le lien entre le vote, les élections et la démocratie. La démocratie ne peut pas se nourrir seulement des urnes. Les personnes qui se font élire d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins juste, peuvent se faire valoir de cette élection en disant que cela suffit à faire d'eux des démocrates parce qu'ils ont été élus à la majorité. Or, cette définition est obsolète. Une démocratie est un régime, un gouvernement qui respecte les droits de l'homme. L'élection majoritaire ne justifie en rien les actions d'un gouvernement et ne garantit en rien qu'elle soit démocratique. Même si il est majoritairement élu en Russie ou ailleurs, cela ne définit pas ce pays comme une démocratie. Au lendemain de la révolution iranienne, en 1979, le peuple iranien a voté pour Khomeini et pour la République islamique sans comprendre de quoi il s'agissait. Et encore aujourd'hui, 40 ans après, à chaque fois que le peuple iranien proteste contre la nature de cette République islamique, ils répondent qu'ils ont été élus. Or, la démocratie ne peut pas se contenter de se faire élire.
Les urnes ne peuvent pas être la seule légitimité d'un gouvernement. Il doit aussi être respectueux des droits de l'homme. Et cela est valable pour tous les pays. Merci, madame. Malheureusement, nous allons devoir clore notre entretien. J'en déduis cette phrase tellement forte. Nous avons considéré que la démocratie était une donnée et qu'on n'avait pas besoin de s'en occuper. Je rejoins votre formidable comparaison de la plante verte qui réclame des soins quotidiens et on ne va pas juste se désintéresser parce qu'on a voté tous les 5 ans. Merci 1000 fois, madame. C'est une grande frustration de ne pas pouvoir continuer à apprendre de vous. Merci, madame, et grand respect pour votre bataille. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Merci.